Philippe Voisin, est-ce qu'aujourd'hui vous avez besoin d'un matériel aussi sophistiqué pour faire un testing musculaire? Alors écoutez, là je suis en train de faire une évaluation mécanisée des muscles du tronc, mais je tiens à vous rassurer tout de suite, bien que ce soit pour nous du quotidien, la réalité pour un kinésithérapeute, c'est bien entendu l'utilisation également de moyens moins sophistiqués, comme le testing musculaire analytique. Alors le testing musculaire analytique n'est pas nouveau, puisque depuis le début du siècle, de nombreux auteurs, de nombreux cliniciens ont tenté de répondre à une évaluation clinique des muscles, des membres et du tronc. Et le testing tel que nous l'utilisons de nos jours a été mis en place dans les années 50 par 3 auteurs américains, Daniels, Williams et Worsingham. Ils avaient codifié le testing pour répondre à une évaluation d'enfants atteints de troubles neurologiques. Et cette codification s'est progressivement développée et a pris rapidement une dimension internationale. Nous évaluons chaque muscle individuellement à l'aide d'une cotation de 0 à 5. Cette cotation fait appel à 2 types de résistance. Première résistance, la force de pesanteur. Deuxième résistance, une opposition manuelle réalisée par l'examinateur. La force de pesanteur, comme vous le savez, est une force extérieure au corps humain. Elle est verticale, dirigée de haut en bas, et son intensité représente le poids du segment sur lequel elle agit. Les muscles vont ainsi avoir à lutter ou pas contre l'action de la pesanteur. La deuxième résistance est l'opposition manuelle réalisée par l'examinateur, qui est mise en place dès l'instant où le muscle est au moins supérieur à l'action de la pesanteur. Comme vous l'avez précisé, cette cotation est internationale. Pouvez-vous revenir sur cette cotation? Oui, hiérarchiquement, la cotation de 0 à 5 est décrite de la façon suivante. À la cotation 0, aucune contraction musculaire n'est possible. À la cotation 1, une contraction musculaire est possible et elle est palpable au niveau du corps charnu du muscle ou au niveau de ses insertions d'origine ou de terminaison, mais aucun mouvement n'est possible. À la cotation 2, la contraction musculaire est capable de mobiliser le segment sans effet majeur de la pesanteur, mais dans une amplitude complète. À la cotation 3, le muscle est capable de mobiliser le segment contre l'action de la pesanteur et dans une amplitude complète. Alors, à la cotation 4, le muscle est capable de mobiliser le segment contre l'action de la pesanteur et dans une amplitude complète, et l'examinateur applique en plus une résistance de moyenne importance avec notion de fatigue musculaire. À la cotation 5, l'examinateur applique dans ce cas une résistance maximum. Alors nous affinons la cotation chiffrée par l'utilisation de sigles plus et moins. Par exemple, nous donnons la cotation 2- à un muscle capable de mobiliser le segment sans effet majeur de la pesanteur, mais dans une amplitude incomplète. Dans un autre cas de figure, nous donnons une cotation 3+, à un muscle capable de mobiliser le segment contre l'action de la pesanteur, mais avec une très légère résistance de l'examinateur. Alors, bien entendu, ce testing musculaire analytique doit être réalisé du côté sain s'il y a un côté de référence, et dans tous les cas, démontré en passif du côté pathologique. Nous venons de voir cette cotation, comment peut-on l'exécuter? Alors tout d'abord, il y a des précautions d'utilisation. Comme pour tout bilan musculaire, quel qu'il soit, il faut au préalable réaliser un bilan orthopédique soigné, de façon à vérifier l'intégrité articulaire. Deuxièmement, on s'attache à fractionner le bilan dans le temps de façon à éviter l'apparition de la fatigue. Troisièmement, on cherche à moduler la cotation en fonction du sexe et de l'âge de la personne. Et quatrièmement, il faut vérifier que l'installation soit correcte pour éviter des compensations et s'assurer que la reproductibilité soit la meilleure. Alors sur le plan pratique, comment procède-t-on? Alors sur le plan pratique, on cherche tout d'abord à installer la personne de façon à coter le muscle dans la position 3. Si cette cotation est correcte, il suffit de conserver la même position pour les cotations 4 et 5. Si tel n'est pas le cas, nous modifions l'installation pour les cotations inférieures. Alors là intervient la résistance du praticien. Tout à fait. Alors cette résistance est diamétralement opposée au mouvement. Elle est placée le plus distalement possible par rapport à l'articulation, sans chercher à interposer d'articulation intermédiaire.
Et d'une façon générale, on cherche à moduler cette résistance de sorte qu'elle soit maximum au cours de l'amplitude moyenne. Alors le matériel à utiliser, quel est-il? Le matériel est extrêmement simple puisqu'il est réduit à son minimum. Mis à part les mains du kinésithérapeute, il suffit tout simplement d'une table de rééducation, d'un tabouret et éventuellement d'un plan incliné comme nous le verrons en pratique juste après. Dans quel type de pathologie le kinésithérapeute est amené à utiliser l'évaluation, le testing musculaire? Alors le testing musculaire analytique est utilisé dans le cadre des atteintes neurologiques périphériques et dans certaines atteintes neurologiques centrales médulaires pour lesquelles nous cherchons à situer le niveau métamérique. A l'inverse, pour les atteintes neurologiques centrales encéphaliques où les troubles du tonus, les désordres praxiques et les syncinésies représentent un frein essentiel à son utilisation. Pour ce type de pathologie et pour les pathologies orthopédiques, nous utilisons plutôt une évaluation fonctionnelle. Le testing musculaire analytique, comme pour tout bilan musculaire quel qu'il soit, n'est pas utilisé dès l'instant où les contraintes osseuses sont interdites, et c'est le cas notamment des fractures non consolidées. Cette évaluation musculaire présente-t-elle des inconvénients? Oui, il y a certains inconvénients. Un des premiers inconvénients, c'est la difficulté que l'on a à individualiser un muscle par rapport à ses muscles frères agonistes. Deuxième type d'inconvénient, c'est la difficulté que l'on peut avoir sur le plan morphologique à palper certains muscles qui sont situés trop profondément. Troisième type d'inconvénient, c'est le fait que le testing musculaire analytique se réalise presque exclusivement en chaîne ouverte. Or, on sait très bien que pour les muscles des membres inférieurs, c'est la chaîne fermée qui est préférentiellement utilisée. Le muscle psoas-iliaque. En dehors de son action sur le rachis lombaire, le psoas-iliaque fléchit la hanche. Il rapproche la face antérieure de la cuisse de l'abdomen. Testing musculaire analytique du psoas iliaque à 0 et 1. On demande une flexion antérieure de la cuisse. Bien que le muscle soit profondément situé, on peut tenter une palpation au niveau du pli de l'aine. À la cotation 2, je demande une flexion de hanche dans le plan horizontal. Et on relâche. Cotation A3. Il s'agit de fléchir la hanche dans le plan vertical. On y va. Flexion. Et on relâche. Cotation 4 et 5. Il s'agit de faire une flexion dans le plan vertical avec une résistance à la face antérieure de la cuisse. Flexion. Et on relâche. Testing musculaire analytique du couturier. Le muscle couturier est fléchisseur de hanche. À cette flexion de hanche s'associe une abduction et rotation externe du segment crural et une flexion du genou. Il s'agit de demander une flexion, abduction, rotation externe de hanche avec flexion de genou en demandant un glissement du talon le long de la crête tibiale du membre inférieur opposé. Testing à 0 et 1. Alors on y va, flexion de hanche, on peut palper le couturier à son insertion proximale au niveau du bassin. Et on relâche. Cotation à 2, on demande le mouvement dans cette position avec glissement du talon le long de la crête tibiale. On y va. Et on relâche. Cotation 3. Je demande une flexion, abduction, rotation externe de hanche en faisant glisser le talon le long de la crête tibiale du membre inférieur opposé. Et on relâche. Cotation 4 et 5.
Même situation que pour la cotation 3, avec une résistance tibiale et une résistance fémorale. On y va. Et on relâche. Le muscle tenseur du fascia lata est abducteur de hanche en position de rotation interne et flexion de hanche. Cotation 0 et 1. À partir d'une position d'adduction-rotation interne de hanche, je demande une abduction dans le plan horizontal. Je peux palper le muscle au niveau de son corps charnu à la partie haute de la cuisse, face externe, ou à la partie inférieure de la cuisse, au niveau de son insertion terminale, bandelette de Messia. Cotation 2. À partir de cette position d'adduction, flexion de hanche, rotation interne de hanche, je demande une abduction dans le plan horizontal. On y va? Et on relâche. Cotation 3. À partir d'une position de flexion-rotation interne de hanche, je demande une abduction dans le plan vertical. Allez-y. Et on relâche. Cotation 4 et 5. Même position de départ que pour la cotation 3. Je demande un mouvement d'abduction dans le plan vertical et je réalise une résistance à l'extrémité inférieure de la cuisse, face externe. On y va? Écarté. Relâché. Testing du muscle grand fessier. Le muscle grand fessier est extenseur de hanche. Cotation 0 et 1. À partir d'une position de flexion de hanche et de flexion de genou pour minimiser l'action des muscles ischio-jambiers, je demande une extension de hanche. Allez-y. Le muscle est facilement palpable face postérieure de la fesse. Cotation 2. Dans une position de flexion de hanche et de flexion de genou, je demande une extension de hanche. Allez-y. Relâchez. Cotation 3. Hanche fléchie, genou fléchi, je demande une extension de hanche. Allez-y. Et on relâche. Cotation 4 et 5, résistance face postérieure de la cuisse. Allez-y. Et on relâche. Testing musculaire analytique du muscle moyen fessier. Le muscle moyen fessier est abducteur de hanche, la hanche en rectitude. Cotation 0, 1. À partir d'une position d'adduction de hanche, je demande une abduction de hanche dans le plan horizontal. Allez-y. Je palpe le corps musculaire du muscle moyen fessier au niveau du bassin, au-dessus du grand trochanter, face externe de la cuisse. Relâchez. Cotation 2. À partir de la position d'adduction de hanche, je demande une abduction dans le plan horizontal. Allez-y. Et on relâche. Testing du moyen fessier à 3. À partir d'une position d'adduction, je demande une abduction dans le plan vertical et dans l'amplitude complète. Allez-y. Et on relâche. Cotation 4 et 5. Même position de départ que pour la cotation 3. J'applique une résistance manuelle face externe de l'extrémité inférieure du fémur. Allez-y.
et on relâche. Le muscle petit fessier est rotateur interne de hanche, la hanche en rectitude. Ce muscle est recouvert par le muscle tenseur du fascia lata et le muscle moyen fessier. Nous ne montrons pas les cotations 0 et 1. Cotation 2. À partir d'une position de rotation externe de hanche, je demande une rotation interne de hanche, la hanche en rectitude. Allez-y. Et on relâche. Très bien. Cotation 3. À partir d'une position hanche en rectitude, genou fléchi à 90 degrés, je demande une élévation du segment jambier dans le plan vertical. Allez-y. Et on relâche. Cotation 4 et 5. Même installation que pour la cotation 3. J'applique une résistance face externe du segment jambier. Allez-y. Et on relâche. Pour les cotations 3, 4 et 5, il est possible d'utiliser une deuxième position. Cotation 3. À partir d'une position de rotation externe, je demande une rotation interne de hanche. Allez-y. Et on relâche. Cotation 4 et 5. J'applique une résistance face externe du segment jambier et je demande une rotation interne de hanche. Allez-y. Et on relâche. Testing musculaire analytique des muscles pelvitrocantériens. Les muscles pelvitrocantériens sont rotateurs externes de hanche, la hanche en rectitude. À partir d'une position de rotation interne de hanche, ils réalisent une rotation externe de hanche. Ces muscles sont profondément situés, ils sont impalpables. Nous ne montrons pas les cotations 0 et 1. Cotation 2. Position de départ, rotation interne de hanche. On demande une rotation externe de hanche, la hanche en rectitude. Allez-y. Et on relâche. Cotation 3. À partir d'une position de hanche en rectitude, genou fléchi à 90 degrés, la hanche en rotation interne, je demande une rotation externe de hanche par une élévation du segment jambier. Allez-y. Et on relâche. Cotation 4 et 5. Même position que pour la cotation 3. J'applique une résistance face interne du segment jambier. Allez-y. Et on relâche. Pour les cotations 3, 4 et 5, il existe une deuxième installation possible. Cotation 3. Rotation interne de hanche. Je demande une rotation externe de hanche. Allez-y. Et on relâche. Cotation 4 et 5. J'applique une résistance à la face interne de la jambe. Allez-y. Et on relâche. Testing des muscles adducteurs. Pour tester ces muscles, il s'agit de partir d'une abduction complète et de rapprocher l'ensemble du membre inférieur opposé. Cotation 0 et 1. Je demande le mouvement d'adduction. À 1, la contraction des muscles adducteurs est palpable le long de la cuisse face interne. Allez-y. Relâchez. À 2, je place l'ensemble du membre inférieur en abduction complète et je demande un rapprochement de la cuisse par rapport à l'autre membre inférieur. Allez-y. Et on relâche. Cotation 3.
je demande une élévation de la cuisse dans le plan vertical. Allez-y. Et vous relâchez. Cotation 4 et 5, j'applique une résistance face interne de la cuisse. Allez-y. Et vous relâchez. Testing des muscles ischio-jambiers. Les muscles ischio-jambiers sont fléchisseurs du genou et agissent dans la rotation du tibia sous le fémur. Cotation 1. Je demande une flexion du genou. Allez-y. Les muscles demi-tendineux et demi-membraneux sont palpables à la partie interne du genou. A1, la contraction musculaire du muscle biceps est palpable face externe de la cuisse. Cotation 2. La hanche en extension, je demande une flexion du genou sur un plan horizontal. Allez-y. Et on relâche. Cotation 3. Je demande une flexion du genou dans l'amplitude totale. Allez-y. À partir de la position verticale, j'applique une légère résistance pour compenser le manque d'effet de la pesanteur. Relâchez. Cotation 4 et 5, résistance, extrémité inférieure de la jambe. Allez-y. Et on relâche. Testing du muscle quadriceps. Le muscle quadriceps est extenseur du genou. Cotation 0 et 1. Pour solliciter la contraction du quadriceps, je demande une élévation de la rotule. Allez-y. On palpe le quadriceps sur toute la face antérieure de la cuisse. Vaste interne, droit antérieur, vaste externe. Le muscle crural est situé trop profondément. Relâchez. Cotation 2. Je demande une extension du genou dans le plan horizontal. Allez-y. Et on relâche. Cotation 3. Je demande une extension du genou. Allez-y. Relâchez. Cotation 4 et 5. Extension du genou contre résistance, face antérieure de la jambe. Allez-y. Relâchez. La même évaluation peut être réalisée hanche tendue. Dans ce cas de figure, l'évaluation sollicite un peu plus le muscle droit antérieur. Allez-y. Et on relâche. Le muscle triceps sural est l'un des muscles les plus puissants du corps humain. Il y a adaptation du testing musculaire analytique à ses capacités de force. Il est testé en chaîne cinétique fermée. Cotation 1. Le pied appuyé sur l'avant-bras, il s'agit de demander une flexion plantaire. Allez-y. Il y a glissement sur la table. On relâche. Cotation 2. L'installation est réalisée sur un plan incliné à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Il s'agit de demander une élévation sur la pointe du pied. Allez-y. Et on relâche. Cotation 3. En appui unipodal, à partir d'une flexion dorsale, je demande une élévation verticale sur la pointe du pied. Et on relâche. Cotation 4 et 5. Même situation de test que pour la cotation 3. J'exerce en plus une résistance sur les épaules. Allez-y. Et on relâche. Testing du muscle jambier postérieur. Le muscle jambier postérieur réalise une flexion plantaire associée à une adduction-supination du pied. Cotation 0 et 1. Lors de la contraction musculaire, allez-y, on peut palper le jambier postérieur à son insertion terminale sur le scaphoïde. Relâchez. Cotation 2.
À partir d'une flexion dorsale, abduction, pronation, je demande une flexion plantaire, adduction, supination. Allez-y. Et on relâche. Cotation 3, 4 et 5. Cotation 3. À partir d'un mouvement de flexion dorsale, abduction, pronation, je demande une flexion plantaire, adduction, supination contre l'action de la pesanteur. Allez-y. Relâchez. Cotation 4 et 5. J'applique une résistance au niveau du tubercule du scaphoïde. Allez-y. Relâchez. Testing du muscle jambier antérieur. Le jambier antérieur réalise une flexion dorsale de la cheville. Il s'y associe une adduction-supination du pied. Cotation 0 et 1. Lors de la contraction musculaire, allez-y, on palpe le tendon du muscle jambier antérieur à l'insertion distale au niveau du coude de pied. On peut également palper le jambier antérieur au niveau de son corps charnu en dehors de la crête tibiale. Cotation 2. À partir d'une position de flexion plantaire, abduction, pronation, je demande une flexion dorsale, adduction, supination. Allez-y. Et vous relâchez. Cotation 3, 4 et 5. Cotation 3. Je demande une flexion dorsale de la cheville associée à une adduction, supination du pied. Allez-y. Relâchez. Cotation 4 et 5. J'associe une résistance à la partie interne du pied. Allez-y. Relâchez. Testing du muscle court péronnier latéral. Le muscle court péronnier latéral réalise un mouvement d'abduction directe du pied, la cheville, à 90 degrés. Cotation 0 et 1. Lors de la contraction musculaire, on peut palper le tendon du muscle court péronnier latéral, face externe de la cheville, sous la malléole externe et le long de la face externe de la jambe. Relâchez-vous. Cotation 2. À partir d'une position en adduction complète, je demande une abduction complète, la cheville en flexion dorsale. Relâchez. Cotation 3, 4 et 5. Cotation 3. À partir d'une position d'adduction, je demande une abduction directe. Allez-y. Relâchez. Cotation 4 et 5. J'applique une résistance face externe du pied. Allez-y. Relâchez. On associe l'évaluation musculaire du long péronnier latéral à celle du court péronnier latéral. Il suffit de demander en plus un abaissement de la tête du premier métatarsien. Allez-y. Relâchez. En ce qui concerne les muscles extrinsèques et intrinsèques du pied qui agissent sur les métatarses et les phalanges, la pesanteur a peu d'effet. Pour ce faire, seul l'examinateur sera capable, par sa résistance manuelle, de quantifier les cotations de 0 à 5. Testing du long extenseur du gros orteil. Je demande une extension de la deuxième phalange par rapport à la première phalange et la première phalange par rapport au premier métatarse. Allez-y. Et on relâche. J'applique une résistance sur la deuxième et la première phalange. Allez-y. Et on relâche. Extenseur commun des orteils. L'extenseur commun des orteils permet une extension du deuxième, troisième, quatrième et cinquième orteil dans ce sens. Allez-y. Et on relâche.
J'applique une résistance, allez-y, et on relâche. On peut palper le tendon du long extenseur du gros orteil à la face dorsale de la première et de la deuxième phalange et l'extenseur commun des orteils sur l'avant-pied et sur les phalanges des deuxième, troisième, quatrième et cinquième orteils. Le muscle pédieux participe à l'extension du premier au quatrième orteil. Le long fléchisseur propre du gros orteil est responsable d'une flexion de la deuxième phalange sur la première phalange. Allez-y, relâchez. J'applique une résistance à la flexion de la deuxième phalange par rapport à la première phalange. Allez-y, relâchez. Le court fléchisseur du premier orteil est responsable d'une flexion de la première phalange par rapport au premier métatarsien. Allez-y, relâchez. J'applique une résistance sur la première phalange du gros orteil. Allez-y, relâchez. Le fléchisseur commun des orteils est responsable d'une flexion de la troisième phalange par rapport à la deuxième phalange des 4 derniers orteils. Allez-y, relâchez. Allez-y, relâchez. Le court fléchisseur plantaire réalise une flexion de la deuxième phalange par rapport à la première phalange des 4 derniers orteils. L'abducteur du gros orteil réalise une abduction par rapport à l'axe du pied. L'adducteur du gros orteil réalise une adduction par rapport à l'axe du pied. Les interosseux dorsaux réalisent l'écartement des orteils. Les interosseux plantaires réalisent le rapprochement des orteils. Les muscles lombricaux réalisent une flexion de la première phalange par rapport au métatarsien des 4 derniers orteils. Le court fléchisseur du cinquième orteil réalise une flexion de la première phalange par rapport au cinquième orteil. L'abducteur du cinquième orteil réalise une abduction de la première phalange par rapport au cinquième métatarsien. L'opposant du cinquième orteil place le cinquième métatarsien en dedans par rapport à l'axe général du pied.